Bonjour à tous et bienvenue sur Auteur en live. Aujourd'hui c'est Grégor qui va nous présenter son roman. Grégor, je te laisse te présenter. Eh bien, bonjour. Donc, je suis Grégor Karch, c'est mon nom de plume. Je suis François Vanny dans la vie. Et je vous présente mon premier roman de fantasy, Conrad le Barbare, La Vouivre dévoilée. Donc, je suis auteur auto-édité. J'ai déjà auto-édité 6 livres via Amazon. Et celui dont on parle aujourd'hui, c'est mon premier roman. Alors, je suis un lecteur qui lit plusieurs genres. Je lis autant des essais que des romans historiques, fantasy, la science-fiction. Ce qui fait que quand je me suis mis à écrire, bon, j'ai commencé par un roman de fantasy, mais après, bah, j'ai écrit des essais. Et en ce moment, j'ai deux romans en cours d'écriture, un de KPDP et un de science-fiction. Voilà pour la présentation rapide. D'accord. Et du coup, dans le monde de l'édition actuelle, enfin dans le monde de l'édition et de la littérature, qu'est-ce que tu aimerais changer? Changer, peut-être que justement l'auto-édition ait plus de lisibilité dans les librairies, hein, chez les libraires. Euh, Moi, je pense que je changerais ça. C'est que qu'on puisse qu'il y ait un système qui permette à ce que les auteurs auto-édités puissent avoir plus de lisibilité grand public, en fait. Puisque là, c'est souvent des petites communautés, en fait. Donc moi, je sais que je galère beaucoup pour faire connaître mes livres. Et que d'autres auteurs auto-édités aussi, et qu'il n'y a pas vraiment de solution hors business, on va dire, qui leur est proposée pour avoir une meilleure lisibilité dans la communauté du livre. Voilà. D'accord. Et de quels auteurs ta plume s'inspire-t-elle? Mes auteurs préférés, tu, Oui. tu, tu veux dire? Oui. Bah, en fait, pour la fantasy, parmi justement les auteurs qui m'ont aidé à sauter le pas, c'est un auteur que j'ai découvert tardivement. Je l'ai lu je l'ai lu peut-être un an avant de me mettre à mon roman. C'est Glenn Cook. Il est assez connu pour une série qui s'appelle La Compagnie Noire. C'est de la dark fantasy. Je crois que c'est un Américain. Il est déjà venu une ou deux fois en France. Et il écrit aussi de la fantasy un peu humoristique et contemporaine. Ça s'appelle Garrett, détective privé. C'est de la fantasy, mais c'est un détective privé dans un univers de fantasy. Mais ça m'a moins plu. La Compagnie Noire, il doit bien y avoir 13 tomes dans sa série, et ça raconte l'histoire d'une compagnie de mercenaires. Et j'ai vraiment bien aimé son style d'écriture. D'accord. Et quel est ton objectif littéraire? Bah, c'est de continuer d'écrire et puis de trouver un rythme, quoi, parce qu'en fait, enfin, je trouve que quand on commence à écrire, alors c'est toujours des petites victoires hein, quand on édite son premier roman, puis après un deuxième. Euh, mais j'ai encore des pannes d'écriture, on va dire. Voilà, moi c'est ça que j'aimerais, c'est que l'écriture vienne beaucoup plus vite et naturellement en fait. Ça me demande encore beaucoup d'efforts, beaucoup de travail en fait, et j'avance doucement. Donc j'aimerais avancer plus vite et vraiment acquérir une facilité à créer et à écrire. D'accord. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation rapide de ton roman? Ouais, j'ai potassé en une phrase, je dirais que mon roman, c'est un roman de fantasy héroïque dans l'univers de Donjons et Dragons, parce que je suis rôliste à la base.
Et aussi un écho des états d'âme de l'homme contemporain, parce que quand on lit en filigrane en roman, on peut s'en rendre compte. Voilà. D'accord. Alors du coup, là, tu as squeezé la première question pour passer à la deuxième, donc une phrase pour convaincre le lecteur. Ah, Mais une la présentation micro-coupure. rapide, du coup, qu'est-ce qui se passe dans ton roman, etc. Ah, d'accord. T'as eu une micro-coupure, j'ai pas entendu le début de ta phrase. Tu disais? Je disais juste que tu avais du coup squeezé la première question que je t'ai posée pour passer directement à la deuxième que j'allais te poser sur donc qui est une phrase pour convaincre le lecteur d'acheter ton roman. Mais du coup, tu n'as pas présenté de manière rapide ton roman. On n'a pas l'histoire, etc. À part le fait que ça se passe dans Donjons et Dragons. Bah, comme c'est un premier roman, en fait, je me suis mis aussi une difficulté supplémentaire. Je voulais un héros qui ne parle pas, ou très peu, ou très peu. Et donc c'est un barbare, un peu comme. D'ailleurs, quand on lit le titre, ceux qui connaissent le film de 84 avec Arnold Schwarzenegger, c'est une de mes bases d'inspiration, mais c'est pas forcément dans cet univers-là. Mais c'est un barbare dans un univers d'heroic fantasy. Et ce qui se passe, bah en fait, ça raconte un peu ce qu'il va vivre dans une cité portuaire. Et bah, la ville va être attaquée. Et donc ça raconte, moi je fonctionne souvent comme ça, ça raconte les trajectoires de plusieurs personnages, dont lui, à travers l'adversité, on va dire. Et une des principales adversités dans le roman, sans trop en révéler, c'est le siège de cette cité. Voilà. D'accord. Donc du coup, en fait, c'est un mélange entre enfin, le personnage principal, du coup, ce serait un mélange entre Schwarzenegger dans le Dans film, Barbare. voilà, et Link dans Zelda qui parle pas, c'est ça? Ah bah, tu vois, je suis pas trop gamer. Je connais Link de nom, hein, je vois très bien quel personnage c'est. Mais oui, oui, on peut dire ça. Ouais. D'accord. Bien qu'il n'y ait pas de référence aux jeux vidéo dans le livre, mais ouais. Du coup, je t'invite à passer à la partie lecture. Ouais. Donc, tu vas nous lire le passage de ton choix de ton roman et nous t'écoutons. Oui, bah en fait, j'ai choisi assez simplement. Je vais vous lire le début du premier chapitre du roman, le chapitre d'introduction, qui s'appelle Les larmes de la déesse. Sa voix prend un ton de crainte respectueuse. Il est apaisé de voir le terme du voyage. Le chevalier contemple une cascade souterraine couronnée de ruissellements. En courant le long de la paroi, des filets d'eau sointent et forment des stalactites. La chevelure jaillissante rugit ses gouttelettes et s'élève d'un aplat. Attends, je vois pas bien, je vais me mettre bien sous la lumière. D'un aplat vertical de 80 pas. Les prières de la foule des pèlerins qui se pressent à ses pieds euh, ouvrent à peine. Ah, je vois pas bien, je vais peut-être mettre plus de lumière. Ouvre à peine le brouhaha des eaux qui s'épanchent en plusieurs petits bassins dans la caverne monumentale. Le groupe de 4 personnes qu'accompagne le chevalier commence à circuler entre les bassins à la recherche d'une stèle gravée en vieux vardousien. On appelle ces vagues naturelles les fontaines de pierre. Des ascètes de tous les peuples viennent ici depuis le commencement des temps, s'abandonner au jet de la cascade pour être statufiés vivants. Certains par dévotion, d'autres pour entrer en méditation et atteindre l'illumination. Le nain tapote avec le pommeau de son arme le bord humide d'un vase scellé au sol et sculpté de bas-reliefs. Son geste exploratoire ne permet pas de déterminer s'il est simplement pensif ou s'il regarde une chose en particulier. Il a parlé à l'adresse d'une semi-elfe
qui avance prudemment. Il poursuit. D'autres, enfin, amoureux transis ou amants et conduits, trouvent cette issue moins déshonorante que le suicide et plus culpabilisante pour celle ou celui que cela vise. Son ton fait plus appuyer à l'attention de la semi-elfe. Comme s'il fallait interrompre quelque chose, le clerc qui les accompagne ajoute: sait-on d'où vient ce pouvoir pétrifiant qui cependant maintient la conscience et la vie? On ne le sait pas. Et pour tout dire, on s'en moque. Ce qui importe, c'est de trouver la stèle qui nous permettra d'en apprendre plus sur ce barbare. Il est probablement la clé qui nous ouvrira le nouvel antre de Tamat. C'est la seule piste dont nous disposons depuis que nous cherchons. L'homme qui vient de parler est jeune. Il a pris son temps pour retirer ses gants fins et la capuche d'une cape gris-souris. Il décroche de sa ceinture un réceptacle à herbe, et il n'y a pas moyen de sortir ces gens de leur état d'enterré vivant. La semi-elfe fait une moue attristée en se tournant vers le jeune homme. Justement, c'est pour cette raison que je t'ai embauché. Voici l'épice orange ou proie vive. C'est une herbe à brûler qu'on ne trouve qu'à Xuroth, le plus haut sommet de l'Empire. Les religieux s'en servent pour les invocations depuis des temps immémoriaux. Le clerc, en scandant son pas de son bâton de pèlerin, s'approche du jeune homme en tendant la main. C'est un homme de grande taille, au ton modéré et à la démarche assurée. Ses compagnons l'appellent par son prénom, Boltanks. Bien qu'il ait la particule dont se contentent les derniers nés de la noblesse vardousienne. L'âge mûr et l'aura d'autorité de l'homme d'église n'impressionnent en rien le jeune homme. Remets-la-moi, et mettons-nous en quête de la stèle. Nous approchons du but. Cela est inutile, pieux et vénérable Boltanks. J'ai trouvé la l'ascète. Si vous voulez bien me suivre. Le chevalier s'était absenté. Il interrogea des membres de la sainte milice qui gardent l'accès au bassin. La stèle aurait été introuvable sans leur aide. Elle avait disparu sous des agrégats d'éclaboussures solidifiées. C'était ce qu'il advenait des statues qui n'étaient pas entretenues régulièrement. L'ascète était assis en tailleur, le dos droit et le front haut. Les traits de son visage se distinguaient encore nettement. La commissure de ses lèvres laissait entrevoir un sourire placide. Sa vêture, d'une seule pièce, très large, et l'absence de chevelure lui donnaient l'allure d'un moine en plein recueillement. Le jeune homme avait fait durer le moment avant de remettre l'épice au clerc. Ce dernier, passablement agacé par ces simagrées, entra dans le bassin, s'immergeant jusqu'à la taille, veillant à garder une main en l'air pour que l'herbe reste sèche. Il tournait en rond sans trop savoir où se placer devant la statue. Le nain lui tendit un briquet à Amadou en lui désignant un rocher sur la gauche, sur lequel une coupelle affleurait. Sa forme avait quasiment fusionné avec le rocher par couches successives de sédimentation. L'action qui se déroulait en cet instant se noyait dans l'indifférence des autres groupes de pèlerins. Ils s'affairaient en ablutions, prières et cantiques sans rien voir d'autre de ce pourquoi ou pour qui ils étaient venus. Le semi-elfe concentrait. Ne la faites pas brûler. Sa seule présence en offrande devrait suffire à éveiller l'immortel. À peine avait-il posé le brin sec d'épices dans la coupelle que les yeux de la statue devinrent luisants. Puis des parcelles de peau au niveau du visage, des avant-bras, des mains se mirent à rosir. Des pans entiers de pierre commencèrent à se dissoudre. En quelques instants, une nouvelle silhouette vivante se tenait au milieu d'eux, surgie de la pierre. Qui me ramène de ma longue prière?
Voilà. Alors, et du coup, est-ce que tu as un nouveau projet d'écriture? Oui, ben, j'ai commencé un peu à en parler tout à l'heure. C'est deux romans qui sont en cours d'écriture, un de KPDP et un de science-fiction. Alors pour la science-fiction, je fais partie d'un club de fans de Star Trek, les séries télé, et, euh, et ça m'aide à trouver l'inspiration, on va dire, de faire partie d'un fan club international. Donc c'est inspiré de l'univers de Star Trek, mais ça reprend pas du tout les personnages ou les vaisseaux, ça prend, on va dire, plus la géopolitique de cet univers-là. Euh, pour le roman de KPDP, en fait, je suis auteur d'un jeu de rôle qui s'appelle Le Masque et l'épée. Et quand j'ai écrit ce jeu de rôle, ça fait partie des 6 livres que j'ai édités. Alors, j'ai un co-auteur hein, sur le jeu de rôle. Quand j'ai écrit ce jeu, en fait, bah, j'en ai sorti plein de notes et des personnages, en fait. Et quand je terminé, bah, je me suis dit, je vais pouvoir écrire un roman finalement sur le personnage que j'utilise pour présenter un peu le jeu de rôle, parce que j'ai plein d'éléments dessus. Et un peu, en fait, bah, faire une histoire linéaire avec ce personnage, en fait. Donc, c'est ce que je suis en train d'écrire. Et puis pour la partie science-fiction, c'est pareil, là, c'est plus libre parce que j'ai pas encore toute l'histoire. J'avance pas à pas, quoi, en fait. Alors que pour le roman de KPDP, je reprends le scénario que j'utilise dans le jeu de rôle, en fait. Donc c'est déjà plus. Les étapes sont beaucoup plus faciles à marquer. Mm. D'accord. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer autant dans l'écriture que dans l'édition de manière générale, que ce soit en maison d'édition ou alors pour toi que ça te concerne un peu plus, l'auto-édition? Bah, je dirais, c'est de ne pas rester seul, c'est de trouver une communauté dans laquelle on puisse échanger pour avoir des conseils. Il y a des gens d'un peu de tous les milieux, justement, qui font la même chose que nous, donc soit de l'auto-édition ou de l'écriture en général. Moi, ce qui m'a débloqué par rapport à l'écriture, c'est que j'ai fait un stage avec un romancier qui avait déjà fait écrit 8 romans à ce moment-là. Et il proposait, dans le cadre d'une association, de faire un week-end où il. Alors, c'était pas un stage pour devenir auteur, hein, c'était plutôt un stage où il présentait sa façon d'écrire, justement. Et on était une 10, 15aine. Certains avaient déjà édité des livres, d'autres pas du tout. Et on était juste au stade de l'idée, dont moi, j'avais pas écrit à ce moment-là. Et ça m'a un peu débloqué, justement, de rencontrer des gens de visu, là, des gens qui étaient dans la même dynamique que moi, quoi, qui réfléchissaient à se lancer. Et ça m'a aidé vraiment à faire les premiers pas, quoi. Après, alors pas pendant le stage, hein, mais après, et c'est même quelques mois plus tard, quoi, je me suis mis à écrire et j'ai l'impression que ça m'a aidé, quoi. Ça a été plus facile de me lancer, quoi. D'accord. Donc tu conseilles aux personnes de prendre contact avec des auteurs, etc., d'échanger avec des Ouais, gens d'être un qui... maximum avec des pairs, quoi, avec des gens qui sont dans la même problématique et qui forcément trouvent des solutions. Pareil pour après se faire connaître. Dans l'auto-édition, c'est très difficile, justement. Je pense qu'il n'y a pas de secret, c'est de côtoyer soit les professionnels qui accompagnent les auteurs, soit les auteurs eux-mêmes, quoi. Et du coup, je propose que... Alors, je vais continuer un petit peu parce que j'avais proposé d'arrêter là. Mais il me semble que tu m'avais parlé d'un salon virtuel que tu as, Oui, que tu gères. oui, Est-ce oui, que tu peux nous en parler un petit peu? oui, oui, bah justement, donc l'année dernière, j'ai rencontré sur le groupe, c'est un réseau social professionnel, LinkedIn. J'ai rencontré une autrice qui était auto-éditée comme moi, qui elle écrit plus
des essais. Je crois que c'est sur elle, c'est sur l'hypersensibilité. Et puis une étudiante je crois, en communication qui était en cours d'études. Et à trois, je leur ai fait visiter. Moi, je crée des univers virtuels dans le métavers de Gazerton. C'est un métavers en deux dimensions, un peu comme les jeux vidéo 8 bits des années 90. On parlait de Zelda tout à l'heure. Super Mario, c'est un peu les bonhommes sont un peu dans ce graphisme-là. Mais ça a la particularité d'être comme une conférence Zoom en fait. C'est-à-dire qu'on se voit en visio, en plus de pouvoir déplacer son avatar, qui est un petit bonhomme en 2D. Et à ce moment-là, comme on cherchait à se reconnaître en tant qu'auteur, et puis qu'on avait plein de contacts auteurs, on s'est dit, bah tiens, on va faire un ça. Puis bon, il y avait aussi le phénomène, encore les effets du phénomène Covid aussi, hein, la pandémie qui a fait aller beaucoup de gens vers la visio, quoi. C'est d'organiser un salon virtuel. Donc, on a créé ce salon, comment on l'a appelé, métaversel des libres auteurs. Donc, pour un salon virtuel des auteurs auto-édités. Donc, ça se présente exactement comme un salon IRL, c'est-à-dire comme un salon qui aurait lieu dans une salle communale, dans une petite commune, une grande en fait, hein, avec des stands, où on peut poser ses livres sur des tables, et puis les auteurs attendent avec leur avatar. Dans les allées, bah, il y a des lecteurs, leurs lecteurs qui viennent, ou des gens intéressés qui viennent les rencontrer. Alors, la première édition, c'était l'année dernière, c'était le temps d'un week-end. Et la prochaine édition, c'est le 16 mars, et ce sera un samedi, toute une journée. Voilà. D'accord. Et pour se faire connaître, ben, on fait un peu comme vous faites, vous, dans votre association. Les auteurs qui s'inscrivent pour prendre un stand, eh ben, on se prend un petit moment déjà pour les faire connaître. Et sur notre chaîne, on fait une petite interview rapide pour qu'ils se présentent. Et comme ça, on les rajoute à notre programme. Voilà. D'accord. C'est- Du coup, c'était quelque chose que je trouvais d'intéressant, que tu m'as parlé, et que je trouve vraiment très intéressant. Donc, Ouais, je voulais que cette partie-là fasse partie de ce qui sera sur YouTube. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous aurez un lien en description vers le travail de Grégor et son salon virtuel, etc. Je vais faire en sorte de mettre les informations en description. Donc, vous avez juste à aller là-bas. Pareil pour ses romans, enfin pour le roman de Conrad, vous trouvez tout en description. Et on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine interview. merci Amélie.